Bonjour à tous, salut Darrell. Je fais cette petite vidéo qui normalement ne devrait pas être très longue. Euh, c'est pour répondre à un commentaire que j'ai eu sur ma dernière vidéo qui est en ligne en ce moment. Euh, je vais vous lire le commentaire. Je vais pas vous dire qui a fait le truc, mais je vais vous le lire. Alors, je vous ai écouté, cher monsieur, et je doute que le soma ne soit juste qu'une drogue extraite du jus d'une plante. Et ouais. Sri Aurobindo a bien expliqué que le soma est la déité de l'Ananda et de l'Amrita. Il représente un état de réalisation intérieure avancé. Analogiquement, le vin est une boisson alcoolique extraite du raisin, mais dans le rituel chrétien, le vin qui devient le sang du Christ est à comprendre à un autre niveau. Ouais. Alors, oui, bien sûr, le soma, c'est aussi autre chose que simplement le jus de la plante. Euh, mais néanmoins, euh, c'est quand même une plante. On va revenir là-dessus. Euh, donc, la personne qui m'écrit là dit que Sri Aurobindo, qui est qui, dit que le soma c'est l'amrita, donc l'immortalité, ou l'ananda, c'est-à-dire l'extase, le bonheur. Euh, j'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos l'énorme bonheur qu'on ressent quand on a cette expérience-là. Néanmoins, alors ça peut venir d'une manière naturelle et c'est sans doute à ça qu'il fait référence. Euh, Bien sûr, avec le yoga, le pranayama, la méditation, tout ça, ça a été développé il y a environ 4000 le yoga existait avant, et la méditation aussi déjà, et sans doute le pranayama. Mais enfin, disons qu'il y a eu plus que ça à partir d'une certaine époque, une fois que le soma, la plante, a disparu et que à la suite d'une sécheresse, il y a 4200 ans, une terrible sécheresse qui a touché toute la ceinture de la Terre intertropicale. Tout ce qui était entre les deux tropiques, là, c'est une grosse sécheresse. Donc, quand il y a plus de pluie, eh ben, vous n'avez plus d'humidité, vous n'avez plus ce qu'il faut pour les champignons. Et donc, voilà. Alors, il parle de Sri Aurobindo. Donc, Sri Aurobindo, donc disais-je, était est arrivé en Angleterre à l'âge de 7 ans. Il était il a été élevé comme un Anglais, tout en étant indien. En étant indien et en ayant sa culture, mais en même temps, il était complètement anglais. Toute son adolescence, tout ça. C'est pour ça que quand on lit un bouquin de Sri Aurobindo, on comprend facilement, parce qu'il nous l'explique pour nous les Occidentaux, de façon à ce qu'on comprenne. Parce qu'il y en a d'autres. Bon, voilà. Et donc, Sri Aurobindo, lui, quand il est arrivé adulte, il est retourné en Inde
il a rejoint le mouvement de libération de l'Inde euh, au Bengale, et il était un des leaders. Il a fait des attentats, il a fait de la prison, et après, hop, il s'est sauvé et il est allé se réfugier à Pondichéry, qui était colonisé par les Français à ce moment-là. Il est mort là-bas en 1950. Or, en 1950, les Occidentaux n'avaient jamais entendu parler de psychédéliques et de plantes comme ça. On savait qu'il y avait des cultures, en particulier les Indiens d'Amérique, qui avaient des plantes un peu bizarres. Et voilà, ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas d'essai, il n'y avait pas de, à part quelques rares individus, peut-être, et encore peu de temps avant le 19e siècle. Hein, c'était, alors que en réalité, il y avait partout, en Afrique avec l'iboga, en Amérique du Sud avec l'ayahuasca, avec les champignons, les Amanita muscaria, les psilocybes qu'on trouve partout sauf en Antarctique. Mais ça se comprend un peu. Ça va revenir puisque l'Antarctique fond. On en trouve partout. Et donc, dans des variétés, bon, tout ça, bon, voilà, selon les pays, mais ça ne change rien, c'est le même principe. Donc, ce sont ces plantes-là contiennent une molécule qui fait partie de la famille des tryptamines. Les tryptamines, c'est une famille de molécules particulière qui vient de la glande pinéale, qui est produite par la glande pinéale, par le yoga, le pranayama et tout et tout. Et même quelquefois, et d'autres, l'orgasme féminin, quelquefois, boum, c'est la surprise, mais bon. Et il y a des gens même qui, sans rien du tout, capent, ça arrive. C'est très rare quand même. Hein. Il faut bien se dire que c'est quand même très très rare. Les, donc les cérémonies utilisaient une plante. Alors là, pour le comprendre, il suffit de lire le Rig Veda, pas simplement raconter les trucs qu'on a entendus, et puis éviter de regarder la télé. Hein. Parce que quand je vois qu'on parle de drogue, on parle, il dit une drogue, c'est quoi une drogue? La drogue la plus dangereuse qui est en ce moment, enfin en ce moment, qui a toujours eu en Europe, euh, c'est l'alcool. Hein, vous avez en France, aux alentours de 50 000 morts par an directement dus à l'alcool, et sans compter les effets collatéraux comme les tabassages de femmes, les viols de gosses, les accidents de voiture, les bagarres, etc. Je connais la question, j'ai tenu un bistrot pendant 2 ans. Et pas n'importe où, hein. J'étais en centre-Bretagne, où là, la seule distraction, c'était le foot et la bagarre. Avec un bon coup dans le nez, voilà, c'était l'ambiance. Bon, par ça, il y avait plein de côtés sympathiques, mais il y avait quand même ce côté-là qui était bon. Bref, et moi-même, j'ai pas mal bu, j'ai même été dépendant à l'alcool pendant pas très longtemps, 2, 3 ans, et j'ai réussi à arrêter tout seul, parce que moi je fais tout seul. Et oui, là on peut parler de drogue. Hein. Par contre, ça n'élève pas l'esprit, loin de là. Hein. C'est la grande plongée.
Par contre, il y a le côté convivial, ça désinhibe, on rigole entre les copains, tout et tout. Et puis ça finit aux urgences avec des bras cassés ou carrément à la morgue. Euh, bon, c'est gai tout ce que je vous raconte là. Donc voilà. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris là, je l'ai appris tout seul. Parce que comme bagage culturel, moi, ou intellectuel, je sais pas comment on dit, j'ai un CAP. J'étais projectionniste dans un cinéma. J'ai fait ça pendant 6 mois, pas trop longtemps donc, plus 2 mois dans un studio de post-synchronisation à Paris. Et après, je suis parti sur la route parce que n'appréciais pas du tout la civilisation dans laquelle j'étais et le rôle qu'on voulait me faire jouer. Euh, bon, blablabla, voilà. Donc je reprends ce qu'il dit là, le monsieur là. Donc il parle de drogue et ceci, cela. Et j'ai pensé un peu la même chose il y a une vingtaine d'années. Parce que, bon, mes expériences, moi, je les ai eues en 70. Donc c'est vieux, ça remonte à loin. Et puis, à force d'entendre les gens à la télé, lire les journaux, de voir l'esprit occidental qui interprétait ça, je me dis, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je me fais des illusions, et pourtant tous les souvenirs sont là. Hein. Et je l'ai été, moi, pendant longtemps, tout à fait certain de mon truc. Puis à la fin, là, en retraite, tout, je me dis peut-être que j'ai tort, peut-être que non, j'en sais rien. Et donc, j'ai commencé à me renseigner. C'est la première chose à faire. Donc, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai vu beaucoup de conférences, alors sur Internet, hein, c'est bien pratique. Ça va pas durer longtemps, hein, donc profitons-en. Et je me suis renseigné, donc, et je me suis dit, bon, l'idéal, ce serait de pouvoir faire les deux. Hein, faire les deux, par exemple, avec des techniques de pranayama, ça peut aller assez vite. Mais tout seul à presque 80 ans, enfin là, j'avais 20 ans de moins, donc à plus de 60 ans, ça, je m'y voyais pas. Donc j'ai pris des contacts sur Internet et j'ai soumis cette idée-là. J'ai eu des réponses. Et dans toutes ces réponses, là, j'ai une dame, j'ai oublié son nom, excuse-moi, euh, qui m'a conseillé de lire Stanislas Grof. Donc j'ai commandé des bouquins de Stanislas Grof. Ah, c'était donc un psychiatre hongrois qui avait été chargé par son gouvernement de l'époque qui était communiste. C'était à l'époque c'était pas hongrois, tchèque. C'était la Tchécoslovaquie à l'époque. Et il avait été chargé par ses chefs de travailler sur le LSD pour essayer de trouver un médicament pour soigner les schizophrènes. C'est ce qu'il a fait pendant plusieurs années. Et puis, hop, il est parti en Amérique parce que euh, le communisme lui plaisait pas trop. Et il est aux États-Unis. Il est resté pendant euh, pendant je sais pas, je crois même qu'il y est mort. Enfin, je sais pas. Euh,
et pendant très longtemps. Et au début, pendant une dizaine d'années, il faisait avec du LSD. Ses expériences avec du LSD, tout ça, c'était avant Richard Nixon. Richard Nixon, Tricky Dicky pour les intimes, euh, a décidé, sous la pression des groupes, des sectes religieuses fondamentalistes, de type presbytérien, méthodiste, enfin il y a toute une palanquée, et certaines ont un gros pouvoir sur le pouvoir américain. Et il y a une série à voir sur Netflix qui s'appelle La Famille. C'est sur ce sujet-là et c'est tiré d'une histoire vraie. Alors non, il parle pas de LSD, mais il parle du pouvoir de ces sectes-là sur les présidents américains. Avec la prière du jeudi et qui était du mardi avant, qui a changé, enfin, je sais plus. Donc il y a un jour toutes les semaines, hop, tout le monde s'arrête, tous les fonctionnaires s'arrêtent et ils font une prière collective. Bon, bref. Donc, ils ont forcé Nixon, qui ne demandait que ça, lui, il s'en fout. Il connaissait pas le sujet, je pense qu'il préférait le whisky. Et donc, il y a interdiction absolue. Et Stanislas Grof, il s'est dit, merde, qu'est-ce que je fais, moi? Parce qu'il obtenait des sacrés bons résultats. Il faisait régresser les gens les schizophrènes en particulier, jusqu'à leur accouchement, l'accouchement de leur mère, plus exactement, et à leur naissance. Et donc, il a découvert que pas mal avaient eu des traumatismes à ce moment-là, mais comme ils étaient vraiment tout petits, ils s'en rappelaient pas. Mais ça restait dans le fond. Voilà. Alors bon, donc quand il n'a pas pu continuer, il a mis au point avec deux yogis, je crois, et je garantis pas qu'il y en avait deux, mais bon. Et il a mis au point la respiration holotropique. Vous cherchez sur Internet, vous allez trouver plein de trucs, c'est légal, vous pouvez y aller faire un stage. Il obtient les mêmes résultats qu'avec le LSD. Exactement. Mais la technique est complètement différente. Voilà. Donc il y a ça. Alors du coup, j'ai enchaîné. Alors évidemment, j'ai acheté le Rig Veda parce que je voyais que tout le monde en parlait. Donc les bouquins que j'ai montrés hier, là, qui vont apparaître sans doute bientôt sur YouTube. Il y en a certains que j'ai lus, que j'ai acheté spécialement pour ça, dont celui de Michel Danino, L'invasion aryenne, et l'Inde et l'invasion de nulle part. Et comme quoi il démolit complètement cette histoire d'invasion aryenne, et puis donc il fait référence au Rig Veda, puisque cette fameuse invasion aryenne serait une conséquence, serait décrite dans le Rig Veda, d'après les gens qui tiennent absolument à cette invasion. Donc j'ai acheté un exemplaire du Rig Veda, la seule traduction en français qu'il y avait à cette époque-là, avant que je fasse la mienne. C'était celle de Langlois, Alexandre Langlois, pas le syndicaliste de la police, mais non, il n'était pas né. Un gros bourgeois du 19e siècle qui allait dans les salons littéraires déclamer de la poésie lyrique devant ces dames. Et ouais, bon.
Alors, j'ai acheté aussi les bouquins de Renou, de Varenne, où il y a quelques hymnes qui sont pris, une dizaine, une centaine, par-ci par-là, du Rig Veda. D'autres, et puis ils additionnent des hymnes tirés de l'Atharva Veda, du Yajur Veda et du Samaveda qui, qui rajoutent dedans. Donc j'ai lu tout ça et j'ai constaté, j'étais effaré parce qu'il y avait il y en avait pas deux qui traduisaient les hymnes de la même, qui disaient la même chose. Je vais prendre un petit exemple. Il y a un hymne, alors j'ai oublié le numéro, hein. Il y a un hymne qui parle que Renou a appelé les effets du soma. Euh, et dans les effets du soma, vous avez tout truc. Et puis vous avez une phrase qui commence comme ça, dit Aham, Amsi, Maha Maha. Et alors c'est tout con, hein, ça veut dire Aham, moi, je, Amsi, je suis, Maha Maha. Alors c'est Maha, c'est grand, et Maha Maha, alors là, c'est hein, immense. Alors il y a Louis Renou qui traduit par je suis grand, virgule, grand, point d'exclamation. C'est pas trop mal. Vous prenez l'anglois, vous dites environné de splendeur, j'atteins le firmament, etc. Là, ça n'a plus rien à voir. Donc, je me suis dit, ah, ça me plaît pas tout ça, donc je vais le traduire moi-même. Là, je suis en retraite, j'ai rien de spécial à faire. Bon, alors j'ai d'abord appris le sanskrit, ce qui n'est pas enfin, une petite affaire. Alors, j'ai pas essayé de tout retenir, ni de le parler, hein, parce que le parler, c'est si je l'entends, malgré ma surdité que je vais essayer de soigner fin février normalement. Bon. Si j'entends la phrase avant, oui, d'accord, ok, pas de problème, il suffit de répéter et on a le même truc. Comme par exemple le premier vers du Rig Veda, hein, Hagnimile Purohitam, Yajnesa Dhyavamridvijam, Otaram Ratnadatamam. Bon, je ne dois pas être loin de la bonne prononciation. Ou alors vous avez le Gayatri Mantra, là, celui qui est tiré je crois que c'est dans le troisième mandala, mais je suis pas sûr. C'est Tat Savitur Varenyam Bargo Devasya Divahi Dio Yona Prachodayat. Bon, ça c'est le son. Moi je l'ai trouvé en bhajan, en musique, hein, c'était chanté Om Bhurbhuvataha Tat Savitur Varenyam, etc. 108 fois. Donc au bout de 108 fois, ça finit par rentrer. Euh, et, euh, et après, quand je l'ai vue écrite, si je l'avais eu écrite, j'aurais jamais prononcé comme ça. Donc j'essaye pas, c'est pas la peine. Moi, je voulais traduire le Rig Veda, c'est fait. J'ai fait mot par mot. Hein, il y a toute une technique. Et puis, il y a eu un type qui a mis un commentaire sur mon bouquin qui était, je crois que c'était sur Amazon. Et c'est ma copine qui l'a supprimé, cette andouille. Moi, ça me gêne pas, moi, qu'on critique. Au contraire, ça permet de faire des vidéos et d'expliquer. Et le gars disait, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Il a mis 6 ans à le faire, alors que normalement, il faut y consacrer toute une vie.
minimum 15 ans, mais normalement on y consacre sa vie, encore on n'arrive pas au bout, etc. Alors c'est soit un génie, soit un charlatan. Alors c'est ni l'un ni l'autre, je suis désolé. Depuis que les gens du 19e siècle ou du 20e ont, se sont mis à traduire le Rigveda, on a inventé l'Internet. Oui, c'est pratique. Et sur Internet, vous trouvez des dictionnaires faits par des militants du sanskrit, les Indiens, pas que. Hein, et vous rentrez le mot que vous cherchez, quand vous avez, vous galérez, vous rentrez le mot que, que vous cherchez, clic, et hop, il vous donne si le mot est dans le dictionnaire, bien sûr, il vous donne le mot, la conjugaison ou la déclinaison, la racine, etc. Et c'est fait à partir de très bons dictionnaires, dont celui de Monier-Williams, mais c'est en anglais, mais enfin bon, on n'est pas fiers, on prend quand même. Et il y a un dictionnaire comme ça en français, c'est Héritage. Alors, faut peut-être le prononcer à l'anglais, je sais pas. C'est un gars du CNRS qui a fait ça, Giluette. Il y avait un Giluette qui habitait à côté de chez moi quand j'étais gosse, donc c'est peut-être le même. J'en sais rien. Et, euh, euh, et c'est très bien fait. Bon, malheureusement, il n'y a pas tous les mots, parce que le Rigveda est très vieux, et il y a certains mots, alors là, on les trouve nulle part, ils servent une fois dans toute l'histoire du sanskrit, et après, plus jamais terminé. Parce que le sanskrit permet ça. Vous avez, vous voulez exprimer quelque chose, mais vous êtes tenu par la métrique de votre verset, si vous voulez, et à un certain son. Surtout, vous voyez, dans le premier que j'ai fait tout à l'heure, Agnimile Poloitam, vous avez un certain son qui doit revenir, etc. Donc, quelquefois, vous n'avez pas de mot qui existe déjà. C'est pas grave, vous en créez un pour l'occasion, avec la bonne racine et tout et tout. Et puis, éventuellement, si vous n'avez pas la conjugaison qui correspond, ben vous en inventez une. Enfin, c'est ce qu'il faisait, parce que moi, je m'amuserais pas à ça. Et bon, bah, une fois qu'on a compris le principe et les déclinaisons, alors vous trouvez tout ça sur Internet. Hein, c'est décrit, c'est expliqué, et il y a tout plein de dictionnaires, y compris des dictionnaires indiens. Alors j'ai aussi là-dedans, dans cette armoire-là, le Nirukta et le Nigamtu, qui sont deux dictionnaires qui ont été faits au moment où le sanskrit védique se transformait en sanskrit classique. Donc il y a des mots que les sanskritistes classiques ne comprenaient plus. Et donc ces brahmanes qui ont fait ça pendant j'imagine, pas mal de temps, ont relevé ces mots et ont fait expliquer le passage de ce mot-là à celui-là, etc. Le sanskrit védique, c'est quand même, d'abord, il est très vieux, parce qu'il y a des trucs qui remontent à au moins 6000 ans. Et puis c'est fait pour être transmis oralement. Hein, c'est pas du tout un truc pour être écrit, c'est fait pour être transmis oralement, et pour être transmis oralement, ben, il y a des règles. Alors, il faut que, pour par exemple transmettre la culture française ou bretonne d'ailleurs, ben, on va faire des vers qui riment et qui ont le même découpage, enfin, de façon que ce soit facile à s'incruster dans la mémoire
et après que ça coule tout seul. Bon, ben, c'est ce qu'ils ont fait. Et avec un certain succès, puisque ça continue. Donc il y a au moins 6000 ans. Voilà. Voilà, je disais, alors donc il parle de drogue, oui, bah oui, c'est tout ce qui change un peu l'esprit, parce que si vous gardez votre esprit terrestre dans le monde terrestre, vous n'allez pas vous élever. Vous pouvez pas. Hein. Spirituellement, vous pouvez pas. Donc il faut faire quelque chose. Donc vous pouvez faire, par exemple, de la méditation. Vous allez faire 4 heures de méditation. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Attention, hein, parce que en prenant ce chemin-là, vous traversez le monde intermédiaire. Donc vous avez les 3 mondes. C'est pour les 3 états de conscience simplifiés et décrits dans l'Ayurveda. Vous avez Prithvi, la terre, Bhuvat ou Bhuvas, ou l'Antariksha, le monde intermédiaire, et Svar, Dios, Div, le ciel. Il y a plein de mots pour décrire tout ça. Alors, vous passez avec les psychédéliques, si vous voulez, même si j'aime pas tellement ce mot-là, enfin bon, il revient à la mode puisque les gens sont en train de s'apercevoir que c'est pas dangereux et que ça soigne les dépressions et tout et tout. Et je connais la question par des gens que je connais très bien. Il y a des pays à l'esprit ouvert, pas la France, où vous pouvez aller soigner votre dépression. Prenez une fois un truc à la psilocybine, c'est fini. Alors évidemment, ça ne plaît pas aux groupes pharmaceutiques qui préfèrent vous vendre de la cochonnerie pendant toute votre vie, hein, parce que pendant ce temps-là, il y a le pognon qui rentre. Alors qu'une prise de psilocybine, puis vous sortez de là, c'est comme si il y a rien, il n'y a aucune séquelle. Le petit problème qu'il peut y avoir avec ces psychédéliques-là, c'est que si moi je retiens pas le mot les trucs hallucinogènes, parce que moi j'en ai pris beaucoup et j'ai jamais eu d'hallucination. Voilà. Wow. Ah là là. Ça, c'est les croûtes dans le nez qui me chatouillent. On vieillit, on vieillit. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, ça peut mal se passer. Ça peut mal se passer si vous faites ça n'importe comment. Hein, si vous prenez ça, par exemple, pour aller voir un concert de rock, ouais, c'est pas garanti que vous allez avoir une expérience spirituelle. C'est même garanti que ça n'en sera pas. Hein. Euh, euh, Moi, ça m'est arrivé 2 fois assez important. Bon, il n'y a pas de séquelles, il n'y a rien. Mais pendant les 12 heures que dure l'expérience, c'était du LSD. Donc c'était en 70, 72, bon, 73 aussi. Ouais, bon. Ça durait 12 heures. Et pendant 12 heures, c'est très, très, très désagréable. Mais bon, ça s'arrête là. C'est très désagréable. Mais comme vous avez pris le truc, vous savez que ça a un effet limité, qu'au bout d'un certain temps, ça se calme et puis après, c'est fini.
Ce que vous dites à chaque fois après, vous dites: «Ah plus jamais ça, hein!» Et puis on recommence quand même. Mais là, dans les bonnes conditions. Donc voilà, c'est ça le petit danger, heu, qui n'est pas vraiment un danger, mais qui est, un inconvénient, on va dire. Heu, bon alors, évidemment, faut pas donner ça à n'importe qui, n'importe comment. Évidemment, si vous avez quelqu'un qui est déjà un peu fêlé, heu, ça peut le guérir, mais c'est pas vous qui le ferez, il faut que ce soit un spécialiste. Donc non, c'est non, non, voilà. Donc je et puis alors quand il utilise le mot drogue, c'est qu'on reprend les discours de journalistes et de trucs de plateaux télé, de gens qui connaissent pas du tout le sujet, mais qui ont des avis tranchés là-dessus. Ah oui, parce que moins ils en connaissent, plus ils sont fermes et déterminés. Ah, et puis vraiment, moins ils y connaissent, moins ils s'y connaissent, plus ils sont définitivement. Bref, voilà, voilà. Donc voilà, c'était la réponse. Je vais essayer de mettre ça sur Internet, mais j'ai réussi pour le dernier, donc je vais donc devrais pouvoir réussir là. Alors, je vous rappelle que euh, je vais ouvrir une deuxième chaîne sur YouTube. Et je travaille sur un bouquin qui parle de l'effondrement de notre civilisation. Et là, ça n'a pas grand-chose à voir avec le Rigveda, euh, au début en tout cas. Le, à force d'avoir fait une civilisation matérialiste basée uniquement sur le toujours plus de confort, toujours plus d'argent, toujours plus de pouvoir, toujours plus, eh ben on a fini par tout casser. Et maintenant, ben, ça va arriver. Et je viens de voir, là, il y a quoi? Il y a 1 heure. Voilà, je crois que ça. J'ai je viens de voir dans une petite revue de presse qu'on trouve sur Google que ça y est, le Groenland est en train de se fissurer. Hein, la peur de Trump, mais euh, le Groenland est en train de se fissurer, le glacier. Et jusque-là, ça arrivait, hein, il se fissurait, là, puis après ça se recollait quand la saison changeait. Là, c'est beaucoup plus grave. Et le glacier du Groenland, s'il tombe tout en entier dans la mer, ce qui ne sera pas le cas, ça ne peut pas, il est trop grand. Euh, le niveau de la mer monte de 58 mètres. Hop. La Bretagne devient une île. Et ouais, là, ce serait peut-être pas mal. Bon, allez, quel avou dans l'eau. On arrête de délirer. Quel avou. Oh, il faut encore couper.